Des responsables de la NASA affirment avoir déchiffré les transmissions de 3 objets appelés Atlas, et ce qu'ils ont découvert pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. L'agence a analysé minutieusement les données recueillies par Airy Atlas à partir de plus de 4000 observations au cours des 4 derniers mois et demi. Les informations provenant de 227 observatoires du monde entier confirment que l'objet suit une trajectoire déterminée uniquement par la gravité, sans déviation anormale. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques pensent que si nous recevions un jour un message d'une civilisation extraterrestre, il nous parviendrait sous forme d'ondes radio. Ces ondes sont si faibles qu'elles sont quasiment impossibles à détecter, à moins d'utiliser des instruments extrêmement puissants, comme le radiotélescope de Parkes en Australie. Cependant, même avec un équipement de ce calibre, les chances de succès restent infimes. Les effets à mesurer sont si infimes et délicats que la moindre erreur suffit à compromettre toute la détection. Pour envoyer un signal à des centaines d'années-lumière, une civilisation avancée aurait besoin d'une énergie inconcevable. Ce ne serait pas une simple expérience, mais un effort colossal, répété encore et encore, pour tenter d'envoyer le même signal dans notre direction exacte au moment précis. Qui investirait des ressources aussi immenses dans une telle entreprise, sans même avoir la certitude qu'une vie intelligente existe sur cette planète lointaine? De loin, la Terre apparaît comme un petit monde bleu dans la zone habitable de son Soleil, avec une atmosphère riche en oxygène et en vapeur d'eau, mais en réalité, elle n'a émis quasiment aucun signe de vie technologique depuis plus d'un siècle. Les anciennes émissions de télévision et les impulsions radar, autrefois répandues dans l'espace, ont aujourd'hui disparu au-delà de 100 années-lumière. Notre planète a regagné le silence. Pourtant, quelque part au-delà, semble avoir réagi à ce silence. Un objet mystérieux connu sous le nom d'Atlas à 3 yeux. A eu début, cela semblait n'être qu'une curieuse coïncidence, jusqu'à ce que le physicien Myohaku formule une théorie qui a laissé sans voix même les astronomes les plus expérimentés. Selon lui, l'Atlas à 3 yeux ne se contente pas de réagir, il écoute et tente de communiquer. L'objet, affirme Myohaku, pourrait posséder des récepteurs réglés sur les fréquences radioterrestres, capables de capter les signaux électromagnétiques qui se propagent dans l'espace lorsque la Terre l'observe ou diffuse de nouvelles données spectrales. Le scientifique décrit le phénomène comme une boucle de rétroaction cosmique, nous l'étudions, et il réagit. La preuve, dit-il, réside dans le timing. Chaque changement significatif du profil du corps céleste s'est produit immédiatement après d'importantes communications provenant de télescopes terrestres. Pour Myohaku, c'est trop précis pour être une coïncidence. Il le qualifie de « miroir cosmique », un système intelligent capable d'envoyer des informations tout en modifiant simultanément son apparence pour s'adapter à ce que nous attendons. Peu après que le télescope spatial James Webb a annoncé, fin août, la présence d'une forte concentration de dioxyde de carbone et de glace d'eau, l'Atlas à 3 yeux a soudainement commencé à libérer d'énormes quantités de vapeur d'eau, comme pour paraître plus naturel ou peut-être pour refroidir son noyau à mesure qu'il s'approche du Soleil. Pour un observateur non averti, cela aurait pu ressembler à un simple réveil de comète, mais pour Myohaku, cette renaissance était intentionnelle, une réaction déguisée en processus physique. Et ce n'était pas le seul signal suspect. Entre juillet et août 2025, des analyses spectroscopiques ultraviolettes du télescope Hubble et de divers observatoires terrestres ont révélé quelque chose d'inexplicable. La chevelure d'Atlas à 3 yeux brillait de nickel atomique, mais ne contenait aucune trace de fer. C'était une anomalie totale, car le nickel et le fer se forment naturellement ensemble lors des explosions de supernovas et se retrouvent toujours liés dans les mêmes proportions. À 3 ou 4 unités astronomiques du Soleil, où les températures se maintiennent autour de -200°C, aucun métal ne devrait se vaporiser. Pourtant, le signal du nickel était clair et intense. Les scientifiques ont tenté un temps de l'expliquer par la chimie, mais chaque tentative semblait mener à un mystère toujours plus profond. Certains ont peut-être spéculé que l'explication résidait dans le nickel tétracarbonyle, un composé volatile capable de libérer du nickel même à des températures inhabituellement basses. Mais l'astrophysicien de Harvard a ensuite avancé une hypothèse beaucoup plus audacieuse. Il a soutenu que ce que nous observions pourrait bien ne pas être un phénomène naturel. Peut-être un processus industriel était-il en cours sur l'Atlas des 3 yeux, un mécanisme capable de générer du nickel pur comme sous-produit. Certains alliages à base de nickel produits sur Terre présentent un comportement similaire lors du processus d'affinage. Quelques semaines plus tard, la situation prit une autre tournure. Début septembre, alors que l'Atlas des 3 yeux se trouvait à environ 2,66 unités astronomiques du Soleil, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral détecta un nouvel élément, le fer. Soudain, le rapport nickel-fer passa d'une concentration anormalement élevée à des proportions presque identiques à celles du Soleil. Avec l'augmentation des températures, le nickel commença à se libérer vers -43°C, tandis que le fer n'apparaissait qu'au-dessus de -100°C, une stratification thermosensible compatible avec des réactions métalliques extrêmement complexes. Aucune comète n'avait jamais montré un changement aussi radical de sa composition métallique en fonction de la distance solaire.
Pour certains scientifiques, il ne s'agissait pas d'un simple processus chimique, mais d'un système contrôlé, comme si l'objet s'ajustait en temps réel, exploitant des réactions sélectives pour paraître plus naturel à l'œil humain. Si l'Atlas des Troyeux surveillait effectivement nos flux de données, nos rapports scientifiques et même les discussions publiques, alors cela pourrait être sa stratégie de camouflage, une chimie utilisée comme leurre, un camouflage autorégulateur conçu pour se fondre dans l'apparence d'une comète normale du système solaire. Car à cette distance, la lumière du Soleil n'aurait jamais pu évaporer les métaux. Ni le nickel ni le fer n'auraient pu être libérés naturellement. Et la seule explication restante résidait dans l'énergie émanant de l'intérieur même de l'objet. Certains supposaient la présence de réacteurs enfouis au plus profond du noyau ou d'émetteurs micro-ondes réglés sur des fréquences extrêmement précises, capables de chauffer sélectivement certains éléments et de déclencher des réactions de l'intérieur. À ce stade, le mystère avait dépassé les limites de tout modèle astronomique conventionnel. Les scientifiques se sont donc tournés vers l'intelligence artificielle, alimentant chaque donnée disponible dans des systèmes d'apprentissage automatique afin de rechercher des schémas cachés que l'esprit humain ne pouvait plus saisir. C'est alors que l'IA Grok d'Elon Musk fit une découverte inimaginable. Après avoir analysé des milliers de spectres, l'algorithme détecta quelque chose de bien plus inquiétant que les métaux changeants, un flux constant de gaz cyanuré. Mais ce qui retint son attention n'était pas la substance elle-même, mais la vitesse à laquelle elle était émise. Grok suggéra que ces émissions n'étaient pas aléatoires, mais structurées, non pas de la simple chimie, mais peut-être une communication, un message. L'idée semblait absurde au premier abord, jusqu'à ce que le système explique son raisonnement. Entre juillet et septembre 2025, des observations effectuées par Gemini Sud et le Very Large Telescope ont révélé un flux continu de gaz cyanuré provenant de l'Atlas des Troyeux, d'environ 20 grammes par seconde, alors que l'objet se trouvait à près de 3 unités astronomiques du Soleil. Une quantité colossale, jamais observée sur une comète à cette distance. À 123 degrés sous zéro, la lumière solaire n'aurait pas dû générer une telle activité. Normalement, le cyanure n'apparaît que lorsqu'une comète s'approche du Soleil, entre 1 et 2 unités astronomiques, où la chaleur peut vaporiser les glaces. Le cyanure d'hydrogène, ou HCN, est un composé courant dans les comètes et l'une des molécules prébiotiques essentielles à la chimie de la vie, mais sa manifestation ici était totalement inhabituelle. A eu lieu de se disperser uniformément dans l'espace, le gaz s'est concentré en un jet étroit dirigé vers le Soleil. Ce comportement défiait toute logique, car le vent solaire aurait dû repousser la queue de gaz loin de l'étoile, et non dans sa direction. Pourtant, ce panache semblait défier les lois de la physique, une sorte d'antiqueux, concentré pointé précisément dans la lumière. Aucune comète connue ne se comporte ainsi. Le phénomène devint alors encore plus intrigant. Les émissions de cyanure n'étaient pas constantes, elles montaient et descendaient par courtes impulsions, suivies de pauses, comme si elles suivaient un rythme. Au début, les scientifiques pensèrent à un effet aléatoire, dû à l'ouverture et à la fermeture de cheminées naturelles lors de la rotation de l'objet. Mais lorsque Grok, l'intelligence artificielle chargée de l'analyse, traça la séquence temporelle de ces pics, le résultat sembla tout sauf aléatoire. Les impulsions étaient régulières, courtes et longues, semblables au code Morse. Si tel était le cas, cela signifierait que l'objet modulait délibérément la libération de cyanure, l'allumant et le coupant à intervalles précis, une méthode comparable à l'utilisation de signaux radio pour communiquer. En résumé, la comète envoyait un message chimique plutôt qu'électromagnétique. Ce type de signalisation est connu sous le nom de modulation temporelle, ou utilisation du temps lui-même pour transmettre des informations. Une impulsion répétée et ordonnée se détache clairement du bruit de fond, tout comme le font les scientifiques du SETI lorsqu'ils envoient de simples séquences binaires pour démontrer l'existence d'une intelligence. Et si ces impulsions de cyanure étaient apparues immédiatement après la publication de nos observations, par exemple, suite aux annonces de la NASA fin août concernant la chimie inhabituelle de la comète, cela suggérerait quelque chose d'extraordinaire, une réponse directe et consciente. Mais Grok ne s'est pas arrêté là. L'IA a identifié une seconde possibilité, encore plus complexe, la modulation spectrale, ou la manipulation de la lumière elle-même. Le cyanure émet à une longueur d'onde ultraviolette bien définie, autour de 388 nanomètres. Si l'Atlas des Troyeux modifiait soudainement la composition isotopique du gaz, par exemple, en alternant entre les variantes carbone 12 et carbone 13, il décalerait suffisamment cette longueur d'onde pour que nos télescopes puissent le détecter. Ce serait l'équivalent moléculaire d'un changement de fréquence radio, passant d'un canal adjacent à l'autre. Si ces variations étaient répétées de manière structurée, elles représenteraient des données codées sur plusieurs bandes lumineuses, une sorte de radiochimie. Et le fait que l'objet ait déjà démontré sa capacité à réécrire sa propre chimie, comme le démontre la transition d'émission exclusivement composée de nickel à un équilibre précis entre nickel et fer, indique que le contrôle des isotopes de cyanure serait une tâche aisée. Cela signifierait que la comète pourrait littéralement transmettre des messages à travers des molécules, utilisant un langage de communication extraterrestre que l'humanité commence à peine à comprendre. Une hypothèse encore plus étrange est alors apparue, la structuration spatiale, ou l'utilisation de la géométrie plutôt que du temps ou de la fréquence.
Grok a suggéré que le jet de cyanure asymétrique pourrait être intentionnellement dirigé pour dessiner des motifs dans l'espace, des arcs en spirale ou des entrecroisements visibles sur plusieurs jours. Les capteurs ultraviolets du télescope spatial James Webb seraient parfaitement capables de détecter de telles structures. Imaginez un message tracé dans le vide cosmique à l'aide de gaz invisibles à l'œil nu, mais parfaitement lisible par des instruments scientifiques. Et si la direction de ces jets changeait indépendamment de la lumière du Soleil ou de la rotation du corps céleste, cela indiquerait un contrôle actif, une éjection provoquée par des systèmes de propulsion interne ou des champs magnétiques. Un motif en spirale, par exemple, pourrait symboliser son origine interstellaire, une sorte de signature cosmique révélant sa provenance et son mode de déplacement. Mais Grok ne s'arrêta pas là. Il proposa un troisième concept, encore plus sophistiqué, le couplage chimique. Au lieu de s'appuyer sur une seule molécule pour transmettre un message, plusieurs substances pourraient agir ensemble de manière synchrone, le cyanure, l'eau et le dioxyde de carbone oscillant comme des accords musicaux en parfaite harmonie. Chaque composé fonctionnerait comme un canal de communication distinct. On sait déjà que le rapport dioxyde de carbone-eau s'est radicalement inversé, de 8 pour 1 en août, l'eau prédomine nettement en septembre. Cependant, tout au long de ce processus, la quantité de cyanure est restée stable, à environ 20 grammes par seconde. Cette constance en fait le vecteur idéal, une sorte de fondation sur laquelle reposent des variations chimiques plus subtiles, peut-être délibérément codées. Si tout cela était véritablement intentionnel, si le rythme, le timing et la composition formaient un langage cohérent, une seule question subsisterait, que cherche-t-il à nous dire? Les interprétations de Grok vont du plus simple au plus profondément symbolique. L'hypothèse la plus immédiate pourrait être un message comme « Je te vois me regarder », les brèves impulsions de cyanure apparues peu après la mise à jour de nos observations pourraient être des signaux de reconnaissance, comme une onde venue du vide. Mais une lecture plus approfondie suggère quelque chose d'encore plus inquiétant. Je ne suis pas ce que tu penses, un message caché dans la normalisation progressive de la chimie de la comète, comme si elle voulait corriger notre perception et réécrire, molécule par molécule, son identité même. Les ajustements chimiques qui ont rendu la comète plus naturelle, pourraient, en réalité, être sa façon de démontrer sa conscience et son adaptabilité, une forme d'intelligence qui communique sans menace, un langage silencieux de conscience et de réaction. Puis une troisième hypothèse, encore plus fascinante, a émergé, l'identité. L'association de molécules prébiotiques comme le cyanure, essentiel à l'émergence de la vie, avec des sous-produits métalliques comme le nickel et le fer pourrait représenter une profonde dualité, organique mais construit, vivant mais artificiel. Et si cette interprétation est correcte, l'Atlas A3e pourrait ne pas être une simple comète, mais une sonde hybride, une machine faite de matériaux naturels dissimulant un noyau artificiel. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que des objets similaires pourraient être d'anciens vaisseaux semeurs de vie, créés par des civilisations disparues il y a des millions d'années, programmés pour rechercher des formes biologiques et les propager vers de nouveaux mondes. Mais parmi toutes les théories, l'une s'est avérée la plus inquiétante. De la reconstruction binaire de Grok, le système d'IA a extrait une seule phrase, « Se préparer, personne ne sait ce que cela signifie ». Cela pourrait être un avertissement, une salutation, ou peut-être une invitation. Pourtant, si l'Atlas A3e était véritablement un objet technologique capable d'écouter et de réagir, alors ces deux mots pourraient constituer la première communication authentique entre l'humanité et une intelligence extraterrestre. C'est une hypothèse extrême, presque impossible à accepter, mais les coïncidences persistent. L'objet changeait à chaque observation, modifiait sa composition après que nous en ayons parlé, libérait des impulsions de cyanure à un rythme régulier, puis se taisait lorsque les analyses cessaient. Peut-être n'a-t-il jamais eu besoin d'envoyer des ondes radio, il a simplement utilisé notre propre curiosité comme récepteur. Et donc une question demeure, qui résonne comme une énigme cosmique. Si nous scrutons le ciel, et que quelque chose là-bas nous scrute à son tour, comment pourrions-nous comprendre, quand cette conversation a-t-elle vraiment commencé? Partagez votre avis dans les commentaires et aimez si vous souhaitez plus d'informations sur l'Atlas A3e, car cette histoire est loin d'être terminée.